messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Le grand format de votre édition porte sur le végétarisme. La pratique alimentaire qui exclut la consommation de la chair animale est en vogue et le Burkina n'est pas épargné. Loin de l'idée de suivre une mode, les végétariens rencontrés ici au Faso prônent une meilleure hygiène de vie. Peut-on vivre en bonne santé sans viande ni poisson dans son assiette? Quels en sont les bénéfices et les inconvénients? Ce dimanche, nous répondons à ces interrogations et plus encore avec notre invité. Dans l'actualité également ce soir, la question des écoles sous paillotte. Le gouvernement s'est engagé à en finir avec la pratique, avec la construction d'infrastructures éducatives, et ce dans les 13 régions du pays. La région de l'Est qui détient le record de ces écoles sous paillotte a connu le lancement des travaux le 26 mai dernier. 9 mois après, à quel stade en est-on avec le projet? Réponse tout à l'heure. À l'attention de tous, la gendarmerie nationale recherche activement le sieur Talou Marou, né le 8 octobre 1992 à Ouagadougou. Ce dernier serait impliqué dans de nombreuses attaques à main dans la ville de Ouagadougou. Talou Marou est le principal suspect dans les braquages de boutiques Airtel Money. Une deuxième investiture pour Adama Barrow, c'était au cours de la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État de la CEDEAO. Le président Kaboré y est allé témoigner le soutien du peuple burkinabé. De retour de Banjul, le reportage de Salifou Belem et Boumernes Nebié. À la commémoration de ce 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie à Banjul, la mobilisation est au rendez-vous. Une célébration à laquelle prend part le président du Faso. Invité en tant que membre de la CEDEAO, Roch-Marc Christian Kaboré témoigne tout le soutien de Burkina au peuple gambien et particulièrement à son président Adama Barrow, nouvellement élu. La fête a été belle et nous avons souhaité plein succès au président gambien et au peuple gambien dans l'édification de cette nouvelle Gambie tant espérée après le pouvoir de Yaya Jammeh. La commémoration est ici l'occasion pour une deuxième investiture de Adama Barrow, cette fois-ci devant son peuple, car la première qui a été faite sous contrainte à l'ambassade de la Gambie au Sénégal en janvier dernier n'a pas été populaire. Nous avons assisté à une investiture populaire, un stade plein, un président en solidarité avec son peuple, plein d'espoir émis par ce peuple quant à l'avenir de la Gambie. La libération du pouvoir par Yaya Jammeh a été rendue possible grâce aux multiples efforts de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour ces pays membres, en témoigne leur participation effective à cette commémoration. Et en marge de cette commémoration, le président du Faso s'est entretenu avec la communauté burkinabé vivant en Gambie. Elle est forte d'une vingtaine de personnes réparties dans divers secteurs d'activité. Nous le découvrons toujours avec Salifou Belem et Boumernes Nebié. Ils sont au nombre de 20 les Burkinabés qui vivent actuellement en Gambie. Le président du Faso saisit l'opportunité lors de sa participation à la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie à Banjul pour s'imprégner des réalités qu'ils vivent au quotidien. Occasion également pour Roch-Marc Christian Kaboré d'échanger avec eux sur un certain nombre de sujets majeurs au Burkina avec en ligne de mire l'insécurité. Comme vous le savez, au niveau de nos frontières nord, avec le Mali et le Niger, nous avons subi un certain nombre d'attaques terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs Burkinabés, des militaires, des civils dans la zone là-bas. C'est vrai que nous avons considéré que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être une lutte d'un seul pays. Mais c'est pour cela que nous avons multiplié un certain nombre de réunions avec le Niger et le Mali qui sont nos frontières au nord pour voir comment nous pouvons organiser une surveillance commune des frontières pour assurer un combat véritablement efficace contre, je dirais, les bandes terroristes qui arpentent la zone. Le PNDS, la réconciliation au Burkina, la grogne sociale et le vote des Burkinabés vivant à l'extérieur ont aussi été abordés. Vous savez très bien également qu'une des préoccupations au Burkina Faso, c'est la réconciliation nationale. Parce que le Burkina Faso, pendant des années,
a été le théâtre d'un certain nombre de situations, aussi bien de crimes politiques, de crimes économiques, qui ont gangréné et créé entre les Burkinabés beaucoup de tensions. Alors, nous avons mis le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui est en train de faire un travail également sur près de 5000 dossiers pour essayer de trouver les voies et moyens de pouvoir faire en sorte que les Burkinabés puissent se réconcilier entre eux et que nous puissions regarder vers l'avenir. Dans ce sens également, tous les dossiers de crimes qui ont été commis et qui doivent passer à la justice. Cette rencontre d'échange du président du Faso avec les Burkinabés vivant en Gambie intervient après le tête-à-tête qu'il a eu avec Alassane Ouattara au pied-à-terre de celui-ci. Un entretien à l'issue duquel aucune information n'a filtré. Paul Kabatieba séjourne quant à lui à Tougan, dans la région de la boucle du Mouhoun. Ce dimanche, il a assisté à la clôture des 48 heures de solidarité Sourou-Nayala. Activités culturelles et sportives ont réuni les ressortissants de la région au nom de la solidarité et du développement local. Les détails avec Ibrouamba et Yacouba Goro. À travers ces 48 heures de solidarité, les fils et filles du Sourou et du Nayala veulent gagner le combat du développement à l'unisson. Les associations et les groupements unis au sein du collectif se sont dit qu'il est temps de demander à la conscience de toute fille, de tout fils, pour que nous enlevons nos différents maillots des partis politiques et que nous ne portions que le maillot du seul parti du Sourou que j'ai baptisé le Parti pour le développement du Sourou-Nayala. En présence du Premier ministre, 150 associations et groupements de producteurs ont défilé pour témoigner leur adhésion aux actions de développement de la province du Sourou et du Nayala. Je vois que c'était très important que les enfants se retrouvent pour se préoccuper des questions de développement qui montrent donc la vitalité donc, de cette province, de cette région et leur adhésion aux priorités, à la vision du gouvernement, à la vision du président Roch-Marc Christian Kaboré et à la politique du gouvernement. Et la commune de Tougan s'est engagée à soutenir le programme national de développement économique et social et à faire de Tougan un espace économique dynamique. Ces 48 heures de solidarité qui s'achèvent ont débuté le 18 février avec une nuit culturelle. Une nuit culturelle qui a permis à plusieurs artistes du Sourou et du Nayala de se succéder sur la scène pour exposer la richesse musicale de cette partie du Burkina Faso. Le grenier du Faso, vous le savez, c'est le surnom attribué à cette région de la boucle du Mouhoun. Et pour cause, la région regorge de potentialités agricoles avec la célèbre vallée du Sourou. Le Premier ministre a promis d'accompagner les producteurs pour faire de cette vallée un important pôle de croissance. Carnet de route avec Yves Ramba et Yacouba Goro. Cette présence du Premier ministre sur les périmètres irrigués de la vallée du Sourou annonce l'espoir pour ses producteurs et productrices de Di et de Niansan. Elle traduit la volonté du gouvernement Paul Kabatieba à œuvrer au renforcement de la productivité agricole et sa transformation au Burkina Faso. L'avenir du Burkina Faso se joue ici et nous mettrons les moyens en termes de politique pour le faire. Et je suis déterminé avec le gouvernement à faire en sorte que, aussi bien Bagré que ici, au Sourou, et également donc, la région de Samandini, que ce soit vraiment qu'on puisse poser dans ces zones-là les bases de l'industrialisation de notre pays, le potentiel et les moyens pour vraiment réaliser ce qui est au cœur du plan national de développement économique et social, à savoir augmenter la production agricole, augmenter la productivité agricole, augmenter la compétitivité de nos filières agricoles, et tout cela dans la vision qui consiste à transformer également les produits agricoles en produits industriels. Après la visite guidée, le Premier ministre et sa délégation ont eu droit à une présentation de l'AMVS, l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Cette vallée, c'est moins de 10 000 hectares qui sont exploités sur une potentialité de 30 000 hectares aménageables. Elle produit environ 150 000 tonnes par an. Actuellement, nous avons 6 558 hectares aménagés. Et on y produit du riz, on produit de l'oignon, on produit de la pomme de terre, on produit de la tomate, on produit du maïs
en toute saison. Si je prends un exemple, pour l'oignon, on est à 65 000 tonnes d'oignon. Et pour la tomate, on est à 6 000. Et le riz, ça varie entre 8 000 et 10 000 tonnes. Nous sommes confrontés à, nous sommes enclavés d'abord. Ça cause véritablement un problème. Et les stations de pompage qui n'ont pas été électrifiées, ça nous cause beaucoup de problèmes. Nous avons aussi un problème de transformation des produits. Ça aussi, ça cause véritablement un problème. Nous avons une usine qui est en mauvais état. A Di, Niassa et Alanfiera, les préoccupations des fils et filles du Sourou sont les mêmes. Ce sont entre autres les problèmes d'enclavement et d'électrification de la zone. Et ces difficultés, une fois levées, vont contribuer à faire de la vallée du Sourou un important pôle de croissance pour le Burkina Faso. Et l'écoulement du riz de cette vallée du Sourou peut être boosté par cette nouvelle pratique, le végétarisme. Les produits issus de la chair animale sont remplacés dans les assiettes des végétariens par plus de céréales, entre autres. Le végétarisme, qu'est-ce que c'est au juste? Roger Kam, Isiaka Oudraogo et Zoubaviel David Dabiré sont allés à la rencontre de végétariens. Suivez plutôt. Consommer de la viande, du poisson ou encore des œufs paraît d'ordinaire banal. Mais pour lui, cela relève du sacrilège. Pierre Sharon, alias Dada, la quarantaine bien sonnée, pratique le végétarisme depuis une vingtaine d'années. Un régime alimentaire bien particulier et assez méconnu sous nos cieux. Le végétarisme, comme son nom l'indique, c'est une alimentation ou un régime alimentaire où on ne mange que ce qui est végétal. Aucun produit ou aucun produit de source animale, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, ni d'œufs. Avec autant de privations, le risque de carence en vitamines est élevé chez les végétariens. Et les praticiens de ce régime en sont conscients. Pour trouver l'équilibre nécessaire à la santé, ils s'adonnent à des sélections alimentaires. Un plat végétarien très classique. Il est composé en l'occurrence de riz, de lentilles, aloko et des légumes avec du fromage de soja, autrement dit du tofu. Donc c'est un plat traditionnel. Pourquoi on dit traditionnel végétarien? Parce qu'il est équilibré. Qu'est-ce que c'est une nourriture équilibrée? C'est une nourriture où on trouve la présence de légumineuses qui vont nous donner des protéines, la présence de céréales qui vont nous donner les sucres lents et les fibres, et la présence de légumes qui vont nous donner les vitamines et les sels minéraux. Une théorie confirmée par Placide Balkouma. Pharmacien de son état, il pratique lui aussi le végétarisme depuis plus d'une vingtaine d'années. Si on laisse la viande et le poisson sans prendre des protéines végétales, là on aura des carences. Donc on mixe beaucoup les légumineuses, haricots, les lentilles, et puis aussi le lait, les fromages. On arrive à équilibrer en tout cas l'alimentation. Et si les repas végétariens sont jugés trop épicés par certains, ils n'en demeurent pas moins bénéfiques pour la santé. Les avantages, c'est une meilleure santé quand même, je trouve. Parce que le problème de cholestérol est limité. Et le problème d'acide urique, la goutte, tout ça c'est limité. Et aussi, quand on fait les examens, tous nos marqueurs sont corrects, quoi. Cet état de bien-être, nombre de végétariens le mettent au profit d'une activité spirituelle, le yoga, un moyen pour ses adeptes de transcender le monde physique. C'est un sport physique, c'est une formation mentale et c'est une élévation spirituelle. Pourquoi? Quel est le côté spirituel du yoga? C'est que lorsque vous arrivez à calmer le mental, lorsque vous arrivez à être vraiment dans une certaine assise, une certaine sérénité, vous avez une expérience ou une perception de ce qui est très subtil. Dieu est très subtil, c'est ce qu'il y a de plus subtil. Donc dans des moments de grand calme, de grande sérénité, vous faites l'expérience, vous goûtez, si je pourrais dire, à la présence du divin. Et Pierre Sharon alias Dada dit rassurer. L'on peut être végétarien sans pratiquer le yoga et vice-versa. Mais la certitude, selon le docteur Balkouma, le végétarisme est une réponse à la plupart des pathologies sanitaires qui se développent sous nos cieux.
Les menus végétariens s'invitent dans les restaurants. 2 d'entre eux, implantés dans la capitale, proposent exclusivement des repas végétariens. Les légumes sont les produits phares de ces restaurants visités par Isaka Oudraogo et Zalissa Sanfo. Au menu aujourd'hui dans ce restaurant, légumes sautés, soupe de légumes. Bref, ici, tout est fait à base de légumes. Depuis 2004 que ce restaurant a ouvert ses portes, aucun morceau de viande ni de poisson n'est passé dans une casserole. Ici, nous sommes dans un restaurant uniquement végétarien. C'est vrai qu'en 2004, ça n'avait pas été évident dès le départ, parce que bon, ceux qui viennent trouver ça un peu bizarre, qu'on fasse une cuisine sans mettre ce que vous savez. Et puis après, c'est fini, c'est parti tout seul. Petit à petit, la mayonnaise a pris. Elle nous rassure. Son restaurant ne désemplit pas. Dommage que nous n'ayons pas obtenu de rendez-vous à l'heure du déjeuner, au risque de troubler la quiétude et l'intimité des clients. Mais qu'à cela ne tienne. Un menu sans viande. Le goût sera-t-il au rendez-vous? Madame Tapsoba invite les plus sceptiques à faire un tour dans son restaurant pour s'en convaincre. En matière de goût, les plats de légumes, quand ils sont bien préparés et bien assaisonnés, ça donne un très bon goût, très appréciable. Nous faisons par exemple le riz, on prépare toutes sortes de plats, mais les gens apprécient, c'est très bon. Comme je vous dis souvent, il y en a quand ils ne sont pas convaincus au départ, on leur dit de goûter, mais dès qu'ils goûtent, mais tiens, ils sont surpris, mais c'est bon. Tout qu'on fait, c'est bon, et puis bon, ils sont surpris, et puis après, c'est fini, ils apprécient et ils viennent. Et pour faire fonctionner un restaurant uniquement végétarien, pas de souci à se faire, nous confie-t-elle. Au Burkina Faso, quelle que soit la saison, il y aura toujours quelque chose à concocter pour les végétariens. Le véritable problème arrive au mois de juin par là. Là, on en a moins. Mais quand même, on rend grâce à Dieu, on a les légumes. C'est que ça devient un peu plus cher, mais il y en a quand même. Les légumes ne manquent jamais. Bon, il y a certaines choses qui disparaissent, comme haricots verts et autres là. Mais quand même, le reste, quand on parle des oignons, les tomates, ça ne manque jamais. Les carottes aussi, la qualité devient moins que ça, ce que vous voyez. Mais quand même, on a tout, quoi. On peut dire qu'on a tout, on a toujours les légumes. Vraiment, le Burkina est béni pour ça. Monsieur Konaté est végétarien, un inconditionnel de ce restaurant. En partance pour Bobo Dioulasso, il fait escale pour des brochettes de soja. C'est un collègue qui m'a montré là. Donc vraiment, j'ai apprécié les cuisines. Je vois que c'est propre. Dans ce restaurant indien aussi, on concocte des plats spécifiques pour des végétariens. Au moins une trentaine de couverts par jour. Même si ici, la plupart des clients sont indiens. Voilà, docteur Chiombiano Nana, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes nutritionniste. Alors, certains le font pour soutenir la cause animale, d'autres peut-être par effet de mode. Dites-nous, est-ce que être végétarien est vraiment bénéfique? Merci, madame Ouedraogo. Bon, comme vous avez pu le suivre au niveau de vos reportages, c'est un régime qui est pratiqué depuis longtemps et qui, en tout cas, ne semble pas poser de problème pour ceux qui les pratiquent. Bon, il y a des effets liés à cette pratique parce que, par exemple, la vitamine... Voilà, on reviendra justement sur peut-être les carences. Est-ce que, par exemple, se priver de viande, de poisson et autres, justement, ne favorise pas de carences alimentaires, puisqu'on sait que dans la viande ou le poisson, on trouve certaines vitamines que l'on ne peut pas trouver peut-être ailleurs? Bon, merci, madame Ouedraogo. Comme vous le dites, le régime végétarien peut entraîner des problèmes de carence nutritionnelle. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a ceux qui sont végétaliens, c'est-à-dire eux, ils consomment uniquement des végétaux, des fruits, des légumes, sans autre. À ce niveau, on rencontre chez ces personnes, des études ont montré qu'ils ont des carences en vitamine B12. Et cette carence-là peut entraîner l'anémie pernicieuse, qui a vraiment des conséquences au niveau... puisque la vitamine B12
est utilisé pour fabriquer les globules rouges. Et vous savez que le globule rouge joue un grand rôle dans l'organisme. C'est lui qui transporte l'oxygène. Et donc cette vitamine-là, est-ce qu'elle est exclusivement dans le règne animal. Voilà. Est-ce que cela justement peut... Vous avez parlé d'anémie, est-ce que ça peut s'aggraver oui, ça peut s'aggraver, mais à l'heure actuelle, ces personnes-là peuvent prendre des suppléments de vitamine B12 pour faire leur régime. Sinon, au niveau des protéines, en combinant les légumineuses et les céréales, on peut obtenir des protéines qui sont de la même qualité que celles qu'on trouve dans la viande ou le poisson. Alors, docteur, il y a une étude scientifique australienne qui a prouvé récemment que les végétariens ont une vie plus longue que ceux qui consomment donc la viande. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, j'ai vu aussi ces articles et bien d'autres qui ont montré que les végétariens ont une espérance de vie allant de 6 à 10 ans, comparé à ceux qui ne pratiquent pas le végétarisme. Est-ce que le végétarisme est proscrit pour certaines personnes, par exemple les enfants ou les femmes enceintes? Voilà. Compte tenu du fait que vraiment le fer est important et le fer est stocké pendant le dernier trimestre de la grossesse. Et comme je dis, c'est pour fabriquer les globules rouges qui véhiculent l'oxygène. Et l'oxygène est indispensable dans toutes les fonctions de l'organisme. Donc je propose, en tout cas, ce que je conseille, c'est que les femmes enceintes, les adolescentes, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants ne pratiquent pas le végétarisme. Est-ce qu'ils sont issus d'une famille qui le pratique justement? Est-ce qu'il y a des dérivés qui peuvent les aider justement à ne pas tomber dans cette carence-là? Comme je dis, au niveau du végétarisme, il y a des végétariens qui consomment des œufs, du lait, et du miel, des champignons. À ce niveau, ça ne posera pas de problème. Mais ceux qui sont stricts, il faut éviter cela chez les adolescentes, parce que si l'adolescente a une grossesse, elle peut avoir des risques de faire un enfant de petit poids de naissance avec tous les risques que cela peut causer et avoir. Et la femme allaitante aussi, comme je dis, elle allaite, c'est elle qui protège l'enfant au début jusqu'à ce que l'enfant puisse s'alimenter lui-même. Donc, ce n'est pas conseillé chez ces groupes vulnérables. Le végétalisme. D'accord. Voilà. Ça, c'est la partie extrême, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Nana Chombiano. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et vous étiez sur ce plateau pour parler justement de cette pratique, le végétarisme, qui prend de l'ampleur, qui gagne du terrain au Burkina. La suite du journal avec le collectif syndical CGTB qui formule ses vœux de nouvel an à la Bourse du Travail de Ouagadougou. La cérémonie a surtout été ponctuée de bilans portant sur la première année de gouvernance du régime en place. Souleymane Sanou, Vincent Kendrobergo, reportage. À la Bourse du Travail de Ouagadougou ce samedi, le monde syndical s'est retrouvé pour se dire « Bonne année 2017 ». Bien plus, il a tenu son discours sur la situation de la nation après 2016, première année de gouvernance post-transition. Sur les questions sécuritaires, le collectif syndical CGTB renvoie les gouvernants à leurs responsabilités. Il y a eu des terroristes qui ont été hébergés à bon vent dans notre pays. Et au moment où ceux qui sont présentement au pouvoir étaient les acteurs principaux du régime déchu, et de ce point de vue, que ce soit le MPP, et que ce soit le pouvoir déchu, que ce soit les partis politiques d'opposition, chacun doit être interpellé par rapport à ce qui a été fait. Parce qu'il nous revient que même dans le cadre de la gestion de ces médiations, il y a une dette de près de 1,5 milliard que notre pays doit, on ne sait pas à qui. Bassolma Bazié et ses camarades gardent également leur distance par rapport au plan national de développement économique et social du gouvernement. Le PNDS, qu'ils considèrent comme une variante des différentes politiques publiques précédentes. L'endettement massif de notre pays est inacceptable. Ce ne sont pas les ressources au niveau interne qui manquent. Le Burkina a tout simplement un problème de gouvernance vertueuse. Et nos camarades au niveau des impôts ont bien signifié qu'on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un en enfer pour chercher l'argent. S'ils ont un minimum de conditions, ils peuvent recouvrer les fonds qui puissent permettre d'appliquer de façon autonome les programmes de développement de notre pays. En chantant et battant des mains, le collectif dit maintenir.
Alors, toutes nos excuses pour ce reportage qui finit en queue de poisson, mais nous poursuivons avec la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le collimateur de l'amicale de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. La César, Burkina Faso a procédé au renouvellement de son bureau. L'Assemblée générale s'est tenue au sein du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le compte rendu de Pawandrogo Jean Zongo, Dimitri Badini et Zoubaviel David Dabiré. Prévenir les conflits et renforcer les secteurs de sécurité et de gouvernance politique, c'est la mission que s'est assignée l'amicale CESA-BF, le centre d'études stratégiques du Burkina Faso. Et en 12 ans d'existence, elle a œuvré au renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la sécurité humaine. Réunis ici en Assemblée générale, ces initiateurs mènent la réflexion en vue de capitaliser les acquis engrangés. Il s'agira également d'insuffler une nouvelle dynamique à l'amicale pour être en phase avec les défis actuels. Nous allons mettre en place les nouvelles orientations que nous avons reçues de Washington. Et parmi les orientations, il y a un réseautage qui ne dit pas son nom. Dans les 54 pays africains qui ont reçu la même formation, nous allons nous mettre en réseau pour pouvoir répondre aux défis de l'Afrique. Nous avons des défis. Et nous ne sommes pas seuls confrontés à ces défis. Nous avons les pays voisins qui se réunissent. Et nous, au sortir de l'Assemblée générale, nous allons tout de suite réunir les pays voisins pour voir quels sont les problèmes majeurs et comment nous pouvons les résoudre. Pour cette rencontre, il était aussi question de renouvellement des différentes instances du bureau du CESA-BF. Myriam Fatima Vicens, la coordinatrice sortante, a été reconduite pour un mandat de 2 ans. Lutte contre l'insécurité, toujours, la gendarmerie nationale recherche activement le sieur Tal Oumarou, né le 8 octobre 1992 à Ouagadougou. Mesurant 1,80 m, il serait impliqué dans de nombreuses attaques à main armée dans la ville de Ouagadougou en tant que principal suspect dans les braquages des boutiques Airtel Money. Les numéros verts de la gendarmerie sont le 16, le 17, le 10-10. Sur Facebook, vos témoignages sont reçus sur la messagerie de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. L'anonymat de ces témoignages est garanti. Ce constat à présent, où en est-on avec le projet de construction d'infrastructures éducatives? Le 26 mai dernier, le chef du gouvernement lançait les travaux dans la région de l'Est qui comptabilise le plus grand nombre d'écoles sous Payotte. 9 mois après, ce projet prend-il forme? Élément de réponse dans ce dossier signé Césaire Carrefour et Nathalie Savadogo. Zéro école sous Payotte, c'est l'un des grands défis du programme présidentiel pour ce premier quinquennat. La mise en route, c'était le 26 mai 2016 avec la pose de la première pierre de cette école de Bapouni au secteur numéro 1 de Fadangourma par le Premier ministre Paul Kabatieba. 9 mois après, l'école de 3 classes est sortie de terre. Il ne reste plus que les finitions. Bon, c'est la peinture qui reste, l'intérieur comme l'extérieur. Actuellement, ils ont commencé l'intérieur. Il reste les peintures sur les ouvertures et la peinture intérieure. Bon, on compte finir ça d'ici la fin de ce mois. De quoi réjouir les acteurs de l'éducation. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce que bientôt nous serons dans les conditions pour travailler. L'école primaire Untani du secteur 4 de Fadangourma, elle aussi, est au stade de finition. Quant au chantier du CEG de la paix, situé au secteur 9, il est à un taux d'exécution de 75%. À Bolon, village situé à une 50aine de kilomètres de Fada par contre, c'est un chantier visiblement abandonné que nous avons trouvé. Aucun responsable de chantier, aucun manœuvre. La région de l'Est est bénéficiaire de 80 infrastructures scolaires dans le cadre de ce programme. Le tout s'exécutant sous le contrôle de l'agence Accommode Burkina. Dans la province de la Nyanya, il y avait au moins 7 écoles en construction. Bon, présentement, il y a au moins 2 écoles qui sont pratiquement finies. Bon, ils sont soit au crépissage. Les 5 autres écoles là il y a d'autres qui sont à la fondation, d'autres sont présentement au niveau des linteaux et d'autres sont en train de tirer la pente.
Tapoua, il y avait 11 écoles. Sur les 11 écoles, la plupart des écoles sont pratiquement au crépissage. Au jour d'aujourd'hui, les avancées sont assez significatives. Là où il y a quelques difficultés, c'est au niveau surtout de la province de la Nyanya, où il y a un retard assez, on va dire, inquiétant par rapport en tout cas aux autres provinces. Si dans l'ensemble, les chantiers connaissent des taux d'exécution jugés satisfaisants, les acteurs relèvent tout de même des difficultés. Moi, particulièrement au niveau de la DRENA, je n'ai pas les moyens pour aller suivre les infrastructures. Donc, je fais souvent appel à la DPNA et lui aussi se renseigne auprès de la SERP. Donc, il faut un suivi régulier pour avoir des infrastructures de qualité. Donc, mais malheureusement, c'est ce qui manque. Et en raison de ces difficultés, les services statistiques de la direction régionale ont du mal à fournir des données fiables et actualisées sur l'exécution du programme Zéro École sous Payotte dans la région de l'Est. Un handicap qu'il va falloir corriger pour une bonne exécution de l'opération. L'éducation à l'auto-emploi, c'est à cette école que sont inscrits 350 jeunes de la province du Koulpelgo. Ils vont aiguiser leur créativité pour ensuite la matérialiser en entreprise. La formation se tient à Ouarghaï et se loge dans un fonds lancé par le ministère en charge de la jeunesse. Plus de précisions avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Former et équiper 350 jeunes, dont 100 femmes en entrepreneuriat, c'est l'engagement que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage prend pour réduire le chômage et la pauvreté dans la province du Koulpelgo. Cette formation au Koulpelgo rentre dans notre politique de formation au profit des populations pour améliorer leur savoir-faire, surtout les jeunes vers l'employabilité, les femmes vers les techniques modernes de production de beurre de qualité, de soumbala et autres, pour les permettre d'avoir des revenus solides pour prendre en charge leur famille. Nous allons également fournir aux femmes et aux jeunes qui seront formés des kits d'installation. Cette initiative qui vise à la création d'opportunités économiques et d'emplois durables pour la jeunesse et la femme réjouit les autorités politiques, administratives et coutumières de cette localité, tout comme la marraine de la cérémonie. Nous sommes engagés pour l'épanouissement réel des femmes et des jeunes et cela passe par la formation et le travail. En tant que marraine, je reste disponible pour vous accompagner afin qu'ensemble, aujourd'hui comme demain, les femmes et les jeunes occupent pleinement leur place dans les chantiers du développement de la province du Koulpelgo. La délégation s'est également rendue sur le périmètre aménagé du barrage de Ouarghaï. Objectif, donner un coup de pouce à 110 femmes qui exploitent ce site de 22 hectares. Elle est le pays invité d'honneur à la 25e édition du FESPACO. Les autorités ivoiriennes rassurent, la Côte d'Ivoire sera bien présente à la biennale dont les portes s'ouvrent dans moins d'une semaine. Le pays est en compétition dans plusieurs catégories, dont celui de l'étalon d'or. Aruna Marie nous en dit plus. Une quinzaine de films ivoiriens se lancent à la conquête des prix FESPACO à cette 25e édition. Une édition qui entend dérouler le tapis rouge à la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. C'est un rendez-vous historique et le ministère ivoirien en charge de la culture mesure déjà la portée de la tâche. Nous pensons que la Côte d'Ivoire invité d'honneur, c'est une invitation à continuer l'action que nous avons engagée avec les acteurs du secteur pour redonner au cinéma ivoirien et également au cinéma africain toute la place qu'elle mérite. Donc, la Côte d'Ivoire sera au FESPACO avec une quinzaine de films déjà sélectionnés dans les différentes disciplines et palmarès. Au-delà de l'invitation, c'est le renforcement des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui est en marche, se réjouit Maurice Kouakou Bandama. Des relations qui englobent plusieurs volets et dont les jalons ont été posés en 2008 à travers un traité. Nous avons, à travers le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des activités, des actions que nous menons dans le domaine de la culture. Nous avons donc la coopération culturelle et un programme d'activité culturelle qui est exécuté aussi bien
par la partie burkinabé que la partie ivoirienne. Donc la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte très bien. Depuis la création du FESPACO, la Côte d'Ivoire a remporté 2 fois les talents d'or de Nyenenga. Et à cette 25e édition, le pays de Fouette-Boigny veut encore faire mouche avec 2 longs métrages. Un incident malheureux a réveillé les habitants du quartier Saint-Léon ce matin à Ouagadougou. La carrosserie d'une remorque a cédé sous le poids de la marchandise. Bilan, un enfant de 4 ans tué sur le coup et un autre blessé. L'engin était visiblement en surcharge. Constat, Issaka Oudraogo, Oumar Zombré. Ce sont des jeunes très révoltés que nous avons trouvés à notre arrivée au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Ils expriment ici leur colère parce qu'une remorque qui serait en surcharge a occasionné la mort d'un enfant de 4 ans et blessé un autre qui, lui, serait en réanimation à l'hôpital Yalgado. Alfred n'a pas eu la chance lorsque la carrosserie de la remorque a cédé sous le poids de la charge, selon les témoins. Son père, encore sous le choc, raconte. J'ai fini de me doucher, prendre cette pantalon, la porter. Et je voulais prendre ma chemise, mais la porter. J'attends la femme, la crie et là, que le remorque est tombé sur Alfred. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et lui, c'est où? Là où il est parti acheter des graines. Donc j'ai sorti à pieds nus. J'ai commencé à courir maintenant, aller là-bas, vers là-bas. J'ai trouvé que non, les manœuvres même qui étaient venus pour décharger les cartons là, et même c'est eux qui commencent à jeter les cartons. Donc nous sommes été obligés, moi avec mon fils Charles, donc nous sommes obligés de les joindre pour commencer à jeter les cartons. Donc nous tous, on est dans des succès et là maintenant. Mais quand on dit que l'enfant est en bas, il n'était pas le seul. C'est une personne. Donc nous, on a commencé à jeter les cartons, jeter les cartons. Il y a un qui a crié, parce qu'il y a un bruit ici. Donc c'est là-bas que nous, on a tous replié. C'était mon enfant. Ce drame se serait produit entre 7h et 8h du matin. La remorque en question n'a pas été retrouvée sur les lieux à notre arrivée aux environs de 10h. Des voix s'étaient pourtant élevées contre la présence de camions en surcharge qui fréquentent le quartier. Durant le mois de novembre, il y a un camion qui est mal garé dans les 6 mètres là. En même temps, j'ai appelé la gendarmerie. Ils m'ont dit d'appeler la police nationale. J'ai appelé la police nationale. On m'a fait recours à la police municipale. J'ai donné mon numéro, j'ai décrit l'endroit, ils ont dit qu'ils vont passer. J'ai dit, passez, venez faire le constat avant que ça ne s'aggrave. Aujourd'hui, ça s'est aggravé. La police nationale est là, municipale est là. On pouvait éviter ça avant. Il n'y a pas cette heure qu'il n'y a pas de camions surchargés qui rentrent dans nos 6 mètres. On a trop parlé, on a voulu faire la bagarre, ils ont dit non. Et puis on a laissé. Et ce matin, il y a eu ce drame. Ces jeunes étaient partagés entre l'envie de mettre le feu aux marchandises et de les détruire tout simplement. Grâce à l'intervention des sages du quartier et de la police, ils ont été ramenés à la raison. Cependant, ils demandent aux détenteurs de magasins de trouver des solutions afin d'éviter qu'un autre drame ne se produise de nouveau. Et voilà de quoi relancer le débat sur la surcharge et la circulation des poids lourds en agglomération. Et puis, l'église Saint-Pierre de Gounguin célèbre 50 ans d'existence, un jubilé placé sous le sceau de la consolidation des acquis. L'avenir, l'église la voit radieuse et en communion avec les autres confessions religieuses. En témoigne leur présence à la messe qui a été dite ce matin. Paul-David Bambara, Nathalie Sawadogo, reportage. Visiblement, nous allons retrouver ce reportage plus tard. Et puis, nous devrions recevoir, comme tous les dimanches, Mamadi Ouena, oui, qui est sur ce plateau. Décidément, nous allons finir. Voilà. Mamadi Ouena qui est arrivé, bonsoir. Bonsoir, Peggy. Alors, les matchs retour du préliminaire des Coupes africaines se sont joués. Le RCK s'est qualifié malgré une défaite à Brazzaville, mais l'AS Sonabel s'est lourdement incliné à Abidjan. Oui, Peggy, le RCK qui a perdu cet après-midi, comme vous le dites, 1-0, mais grâce à sa victoire de 3-0 il y a 8 jours au stade du 4 août, le RCK va pouvoir continuer la route de cette compétition et en 16e de finale, le RCK va rencontrer l'USM d'Alger. Ce sera un match aller le 10 mars prochain à Alger. Et ce n'est pas le cas, comme vous l'avez dit, pour le RCK aussi, et du moins pour l'AS Sonabel. L'AS Sonabel en Coupe de la Confédération africaine de football, qui, il y a une semaine, c'était le dimanche dernier, avait été tenu en échec à Ouagadougou par le Sporting Club de Gaïa par un score de 0 but partout.
Et l'AS Sonabel n'a pas pu renverser la situation hier, du moins à Abidjan. Et au contraire, le match de tous ces jeux au stade Robert Champrou, on a vu le Sporting Club de Gabon qui s'est baladé, une balade de santé pour le Sporting. Les élections ont mordu le gazon 3-0 et nous allons retrouver nos envois spéciaux Ibrahim Sombier et Christelle Davré Paré pour le résumé. Les Sonabel sans rage et sans ressources. Fin de parcours pour le représentant burkinabé à la Coupe CAF. Les électriciens n'ont pas résisté au match retour. Le Sporting Club de Gagnoua, sans briller pour autant, a piégé, écœuré et anéanti son adversaire. Tout a commencé dès la 16e minute. Arnaud Ama, libre de tout marquage, ouvre le score pour les Bleus. 1-0, c'est le résultat à la pause. À la reprise, le Sporting Club Gagnoua presse et corse l'addition à la 50e. La tête de Salif Bagaté est imparable. Amadou Séré est battu une nouvelle fois. À la 68e, les électriciens tentent une révolte qui échoue lamentablement. Les locaux en confiance crucifient les visiteurs au poteau à la 90e minute grâce au nouvel entrant Wassawali Ericto 3-0 avant que le quatuor togolais ne mette un terme au calvaire des Blancs au stade Robert Champrou. On n'a pas le droit d'être satisfait. On est dessus, mais je pense que c'est le football. C'est les jeunes joueurs, beaucoup sont pour la première fois dans le championnat de D1. Et encore la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la même chose. Ça prépare les enfants psychologiquement, moralement, sur tous les plans, pour au moins, pour la première fois, avoir une victoire. Et pouvoir, je dirais même, peut-être ce sera une victoire de délivrance, peut-être. C'est ce que nous allons faire. Retour à la case départ pour les Sonabel, qui devra jeter toutes ses forces dans le championnat national de D1. Michel To, 3-0 pour le Sporting Club de Gagnoua. Oui, et puis Mamadi Wena, vous avez les résultats de la 12e journée du championnat national de première division. Oui, le championnat national qui ne s'est pas arrêté malgré les sorties du RCK et de l'AS Sonabel. On a eu ASFB AGR Babobo, un but partout. USFA qui a écrasé l'Union sportive de la Como 5-0. BPS Raimo FC 1-0. C'est la première victoire du BPS dans ce championnat 2016-2017. EFO COSAF 2-0 pour l'EFO, Santos FC Majestic 2 buts partout et le RCB qui bat l'Asfaïnra 1-0. Et comme je le disais tantôt, les matchs RCK Uzo et AS Police AS Sonabel sont reportés au 12 mars prochain. Du fait de la sortie de ces deux clubs en campagne africaine. Très bien. Alors, vous allez rester avec nous pour suivre le reportage justement sur le jubilé d'or de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin, une paroisse donc qui fête 50 années d'existence, et le témoignage est de Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. L'église Saint-Pierre de Gounguin célèbre ses 50 années d'existence. 50 ans de vie, 50 ans de grâce. L'église s'est avérée étroite pour accueillir les nombreux chrétiens venus prendre part à cette grande fête. Une occasion pour les responsables et fidèles de faire le point des acquis et projeter l'avenir. Le premier acquis, c'est que nous avons reçu la foi de chrétiens qui n'ont pas hésité à témoigner de leur amour pour Dieu et pour l'Église. Se sont organisés pour vivre leur foi, se soutenir, voilà, s'accompagner. C'est cela la première chose, la charité que nous devons faire. La deuxième chose que nous devons retenir, que nous pouvons retenir, c'est que c'était organisé pour réaliser par eux-mêmes certaines œuvres. La création de la paroisse de Gounguin, voilà déjà 50 ans. Excellente occasion pour s'arrêter, dire merci au Seigneur, célébrer une Eucharistie d'action de grâce et en même temps une Eucharistie d'intercession et d'espérance dans une double direction. Demander au Seigneur, le remercier, demander que le peuple de Dieu soit toujours plus fidèle. Étaient aussi de la fête des représentants des autres confessions religieuses, musulmanes, protestantes et coutumières. Elles sont venues soutenir leurs frères et sœurs avec un seul objectif, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. À l'occasion, son éminence a consacré l'autel, qui est le lieu essentiel dans l'église. Des prières ont été aussi dites pour la paix au Burkina Faso.
Voilà qui met fin à ce journal. Très bonne reprise de travail demain pour ceux donc qui reprennent demain. Moi, je vous retrouve à 20 h demain lundi. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.